Alors, pour parler un petit peu de l'hyperséborrhée, on va se retrouver avec ce petit schéma qui montre vraiment la structure de la glande sébacée. Alors, on va pouvoir avoir ce petit découpage là sur la droite qui montre vraiment ce qu'on appelle les sébocytes, qui sont les cellules qui produisent le sébum, mais qui sont également des cellules qui sont réceptrices aux androgènes. C'est-à-dire qu'on va avoir des androgènes, on verra ça après dans la cause hormonale, et ces androgènes qui circulent, ils vont trouver, en fait, c'est comme une petite clé qui va trouver sa serrure au niveau de ces fameuses cellules qui sont les sébocytes, qui constituent en fait la glande sébacée. Donc, autant vous dire qu'on en a beaucoup dans le corps. Donc, ces sébocytes, en fait, ils vont petit à petit monter un petit peu en grade. Donc, vous voyez que ce sont des cellules qui vont remonter, comme toutes les cellules de tous les tissus, et elles vont se charger en molécules lipidiques, en gras. D'accord ? Et puis, ces petites cellules vont au final arriver dans la lumière de la glande sébacée, elles vont se tuer, elles vont se suicider en quelque sorte, entre guillemets, pour venir s'éclater et du coup distribuer le gras qui va lui remonter le long de la glande sébacée pour sortir avec le poil et effectivement, du coup, tapisser l'épiderme. Alors, tout va bien quand le fonctionnement est normal, sauf que quand on a par exemple beaucoup d'androgènes, eh bien ces androgènes, ils vont se fixer sur les récepteurs et vont les multiplier. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de sébocytes, donc beaucoup plus de cellules qui sécrètent le sébum. Donc beaucoup plus de sébum, d'accord? Donc effectivement, on va retrouver un petit peu cette cause hormonale avec ces fameux androgènes dont je pense que vous avez déjà entendu parler. La deuxième chose, c'est l'hyperkératose. Donc, deuxième schéma, où cette fois, on va voir sur la droite les différentes couches de la peau. On a tout d'abord l'hypoderme, qui ne fait pas vraiment partie de la peau, puisque c'est une couche qui est vascularisée, qui est un tissu conjonctif, et on ne l'intègre plus dans les couches de la peau, selon les manuels que vous aurez sous les yeux. La couche importante, ça va être le derme, donc toute cette partie, je dirais, intermédiaire où naît la glande sébacée, où elle est, d'accord, où naît le poil, ce fameux follicule pilosébacé. Et ensuite, on va se retrouver avec une petite couche, l'épiderme ici, où en fait, cet épiderme, c'est la couche qui va se présenter un petit peu, je dirais, à la face du monde. C'est une couche qui va se desquamer également. Alors, on la retrouve un petit peu plus agrandie sur la gauche. Vous voyez, on a des cellules au niveau de cet épiderme qui sont bien rebondies au départ. Donc, c'est la fameuse couche basale qu'on voit ici. Et donc, ces cellules qui s'appellent des kératinocytes, vous allez voir, il y a beaucoup de noms, mais ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout. Ces kératinocytes vont progressivement être poussés par ceux qui naissent en dessous et progressivement vont remonter à la surface, créant ainsi ce qu'on appelle la couche cornée, la fameuse petite couche sur laquelle on va mettre notre crème, par exemple. Et donc, cette couche cornée, elle a des cellules qui sont beaucoup plus aplaties parce que ce sont des cellules qui vont progressivement se détacher comme des tuiles et qui vont partir. C'est ce qu'on appelle la desquamation naturelle. Donc, tout ce phénomène, ça s'appelle la kératinisation. Et quand on parle d'hyperkératose, c'est qu'en fait, la couche de l'épiderme qu'on retrouve ici, bien, en fait, elle se régénère. Donc, la couche superficielle, donc la couche cornée, s'en va progressivement et donc la couche en dessous remonte. Sauf que, il y a certains mécanismes qui vont faire que, et notamment dans l'acné, cette couche ne se desquame pas bien. Et donc, à partir de là, elle va s'épaissir. Donc, on va avoir une peau beaucoup plus épaisse. Et malheureusement, lorsqu'elle est épaisse, elle va venir boucher un petit peu plus. Elle va venir travailler sur le poil, là, autour du poil, pour venir le boucher, ce qui va faire qu'on va avoir du sébum coincé un peu en dessous qui va s'oxyder. Donc, ça crée d'abord, dans un premier temps, des comédons, des points noirs. Et puis, petit à petit, ce sébum qui vient s'accumuler au niveau de la glande sébacée, donc ici en dessous, vient effectivement peut-être majorer des germes qui vont s'y trouver, donc ce qu'on appelle le fameux germe Propionibacterium acnes, on va le voir juste après. Et donc, à partir de là, avec des facteurs inflammatoires liés à notre alimentation, par exemple, on va se retrouver avec des kystes qui vont vraiment se créer au niveau de ce derme. Donc, le derme est vraiment hyper important pour la pathologie de l'acné et vous verrez pourquoi, parce que j'en parlerai tout à l'heure dans la cause, notamment psycho-émotionnelle. Alors, on va avoir différentes acnées. Différentes acnées, d'abord avec une cause exogène. Donc, généralement, ce sont des causes qu'on peut tout à fait venir travailler, on peut tout à fait agir dessus. Alors, on va avoir tout d'abord l'acné de Majorque. C'est une acné qui est liée au soleil, à l'exposition solaire. D'accord ? Il y a certaines personnes qui réagissent un petit peu trop.
Voilà, ce n'est pas une allergie, mais voilà, ça crée effectivement une inflammation de la peau. On va avoir l'acné cosmétique, donc en lien avec notamment des produits qui sont dits comédogènes, hein, dans les cosmétiques conventionnels, dans les crèmes conventionnelles. On va avoir aussi une acné mécanique, hein, donc appelée mécanique, mais en fait, c'est une acné de friction en lien avec les vêtements que vous portez. Si ce ne sont pas des vêtements avec des fibres naturelles, effectivement, le corps peut parfois réagir et créer des petits boutons liés à cette friction en lien avec le polyester, enfin des matières un petit peu synthétiques. On peut avoir aussi une acné médicamenteuse, notamment en lien avec ce que vous connaissez toutes, la contraception orale. Hein. Parfois, elle n'arrange rien du tout et au contraire. Ça peut être aussi en lien avec certains antidépresseurs, notamment le lithium. Ça peut être en lien aussi avec les corticoïdes, notamment aussi les corticostéroïdes, hein, qu'on va aussi beaucoup retrouver dans les salles de muscu. On voit ça chez les hommes qui prennent un petit peu ces substances et qui vont parfois avoir des bouffées d'acné, notamment dans le dos, etc. Ce n'est pas toujours simple à gérer non plus pour eux. On va aussi appeler ce qu'on appelle l'acné vénérata, donc c'est un gros mot hein, pour dire en fait c'est une acné de contact en lien avec les produits notamment ménagers, d'accord, les aérosols aussi, des choses comme ça, mais aussi des produits ménagers très conventionnels, hein, très agressifs pour la peau. Après, on va avoir des causes endogènes, donc notamment ce qu'on va appeler l'acné inversa, et c'est là où je fais le lien avec nos glandes sébacées de l'acné vulgaire. Et l'acné inversa, qui en fait est une acné, une inflammation des glandes sudoripares. Donc, on l'appelle aussi, il y a d'autres noms, je ne les ai pas toutes mises, mais voilà, ce sont les glandes sudoripares qui, cette fois, s'inflamment. Et donc, la cause n'est pas la même puisque les glandes sudoripares ne gèrent pas le même type de toxines. Voilà. Mais on a toujours ce phénomène d'inflammation. On peut aussi retrouver des acnés fongiques. Alors là, ce n'est pas le Propionobacterium acnes qui est incriminé, hein, qui est une bactérie, mais cette fois un micro-champignon qui se retrouve aussi sur les peaux des nouveau-nés. Vous savez, quand on appelle l'acné du nourrisson, en fait, souvent, c'est une acné fongique. C'est que le microbiote au niveau de la peau est un petit peu déstabilisé et du coup, il va laisser la place à ce micro-champignon qui va créer effectivement des petits boutons, mais ce sont des boutons qui vont démanger, qui vont gratter. Donc là, déjà, dans ce type d'acné, on va vraiment éviter, parce que ce champignon se nourrissant du sébum, donc du gras, on va vraiment éviter d'appliquer des huiles sur notre peau. Donc tout ce qui est gras, on va éviter dans un premier temps. Et donc là, effectivement, ça nécessite de refaire un petit peu la barrière cutanée. Et bien souvent, ça vient du système digestif. Et la dernière, qui s'appelle l'acné rosacée, qui n'a rien du tout d'une acné, qui est une acné, enfin qui est une pathologie, hein, qui est une maladie qui est en lien avec les vaisseaux sanguins cette fois. Donc rien à voir avec notre fameux germe et rien à voir en fait avec la peau à proprement parler, le derme. On est vraiment sur une autre pathologie, une autre cause. Donc, c'est pour ça qu'il est bien intéressant aussi de bien faire le diagnostic, d'avoir posé le bon diagnostic avec votre dermatologue, avec votre médecin, pour savoir exactement où vous partez et comment, du coup, on va pouvoir arriver à trouver les causes et pouvoir vraiment enrayer le problème. Alors, la médecine conventionnelle, comment elle gère ça? Eh bien, c'est une médecine de symptômes. Hein, donc, la médecine conventionnelle, c'est surtout une médecine d'urgence, donc elle est très bien en cas d'urgence, mais elle va agir, elle, sur les symptômes de l'acné. Donc, à partir de là, effectivement, on va partir sur la première hypothèse, trop de sébum, la deuxième, un microbe, la troisième, des androgènes. Eh bien, effectivement, à partir de là, le sébum, on va travailler avec des crèmes asséchantes. Ensuite, on va travailler avec, si ça ne fonctionne pas, du rétinol, ou ce que vous connaissez mieux sous le nom d'isorétinoïne, le fameux Roaccutane. Le microbe est incriminé, pas de problème. On va agir à ce moment-là avec des crèmes antibiotiques. Et puis, si ça ne suffit pas, on va venir avec des antibiotiques par voie orale. Et la troisième cause, des androgènes, ok, alors on met sous pilule, bien souvent même la pilule Diane 35 hein, qui a été arrêtée mais remise sur le marché, ou Androcur, etc., qui sont les mêmes molécules finalement. Ou plus récemment, je vois avec mes consultantes qu'elles sont mises sous spironolactone ou l'aldactone, qui est en fait un antihypertenseur, donc qui va venir agir sur vos surrénales et sur vos reins,
Et en fait, c'est un anti-androgène aussi, donc effectivement, on agit par ce biais-là. Voyez, donc effectivement, la médecine conventionnelle, elle agit sur les symptômes, hop, et du coup, elle trouve une solution à chaque symptôme. D'accord? Et bien souvent, quand on arrête le traitement, vu que la cause du symptôme n'a pas été traitée, le symptôme revient, tout simplement. D'accord?